Salut à tous! Je reviens d'un stage organisé par Sébastien Capelli à La Brède. Il avait invité Jos Kumpf, le plus grand entraîneur de chevaux du monde. C'est lui qui a préparé le cheval de Rodrigo Pessoa, Baloubet du Rouet, 3 fois champion du monde. Écoutez et vous allez voir, les priorités au saut d'obstacle ne sont pas celles que l'on croit. Comme je dis, un cheval ne peut pas être hypocrite, il ne va pas vous mentir. Le cheval, c'est un miroir parfait. Le cheval veut jouer ce jeu avec nous. Tu commences à dire merci. Et après, avec tes aides, il faut réfléchir pourquoi ça s'appelle aide. Je vais devoir être capable d'aider mon cheval à faire ce que moi j'ai décidé ce qu'il va faire. Lui n'a pas de projet commun comme les Jeux Olympiques ou quoi. S'il y a un problème, s'il y a une difficulté, je diminue les exigences et en même temps j'essaie d'augmenter mes capacités comme cavalier. Je fais le cercle plus grand. Au lieu de faire une épaule en dedans, je fais simplement droit sur la ligne droite, n'importe. Donc il faut être quelque part humble, mais le cheval va t'amener là de toute façon. Observez les priorités que vous mettez. À l'obstacle, c'est classique, on veut tout de suite parler de la distance. Et c'est là que le problème commence. Non, la première priorité, c'est la ligne, le tracé, votre position, la foulée constante, un rythme. Donc mettez les obstacles petits. Plutôt travailler avec 2 qu'un seul. 3 s'il y a la place. Montez pour aller de l'autre côté, vous pouvez laisser tomber. Vous pouvez mettre comme priorité numéro 11. La distance, je vais changer la foulée en vue d'une distance, aléatoire, etc. Non, parce que quand c'est tout petit, la tolérance pour la distance, elle est grande. Donc distance, vous pouvez aussi reculer jusqu'à ce qu'elle soit priorité numéro 9. Comme ça, je peux mettre en avant la priorité, position, tracé, mon regard et le rythme. Donc maintenant, je monte un rythme, toutes les foulées les mêmes, petites, moyennes, plus tard même grandes. Je ne monte pas une distance, je ne monte pas un obstacle, je monte un rythme. Okay. Et là, tu vas évoluer, d'abord sur 30 cm, et après un jour. Et c'est là que tu apprends aussi. Vous avez beaucoup parlé de géométrie pendant ce stage. Il y a 3 géométries à observer. Déjà la vôtre, donc votre structure de base, la squelette. Votre ligne centrale, la colonne. 2 lignes qui devraient toujours être parallèles l'une à l'autre, les 2 hanches, les 2 épaules. Ils peuvent varier, mais ils sont parallèles l'une à l'autre. Où sont mes pieds, où sont mes bras, mes yeux. Donc, votre géométrie, vous devez vous en occuper. La deuxième, c'est de nouveau les tracés, des choses simples, mais to the point. Pas presque une ligne droite, non. Mettez des couloirs, mais qu'une ligne droite soit une ligne droite, qu'un cercle soit un cercle, etc. Faites un carré, faites une losange. Là, c'est important d'avoir compris qu'il faut pouvoir séparer l'incurvation et la conduite. Je vais pouvoir conduire dans le sens, je monte les postérieurs, je conduis, je canalise les épaules, mais je ne vais pas encore incurver, je vais séparer. Après, ça peut être une option très intéressante à incurver, mais il ne faut pas qu'il y ait confusion, il faut pouvoir les séparer. Donc ça, c'est maintenant la deuxième géométrie, les lignes. La rectitude, c'est pas que c'est très compliqué, mais ça demande beaucoup d'attention. Aucun cheval va faire ça de lui-même, mais si vous arrivez à le faire, grâce à votre géométrie et des aides discrètes, quelque chose va se passer, le cheval va se construire comme un pont. Le cheval, de toute façon, il est comme un hamac. Et vous êtes assis sur le hamac, donc la partie du mieux, on considère que c'est 200-250 kg déjà, plus le cavalier, plus la selle. On arrive à 300 kg dans un hamac, le pauvre. Maintenant, il est pendu en lui-même, il essaie, parce qu'il est gentil, de faire aussi bien qu'il peut. Donc, du hamac, tu dois évoluer vers un pont, une connexion entre l'arrière-main et l'avant-main. Tout ça, il doit faire un pont. À ce moment-là, tous ces parties, tous ces muscles peuvent maintenant participer au travail. Sinon, il a besoin d'utiliser une grande partie de ces muscles pour protéger le hamac. Pas trop mauvaise main, un peu de sens pour la qualité du trot et du galop. Le postérieur va s'approcher un peu des piliers de devant et le pont va se faire. Puis tu évolues, quoi. Et tu choisis des choses comme une losange, c'est très intéressant. Sans la moindre incurvation, ton regard, tu montes les postérieurs, tu conduis les épaules. Tu laisses le cheval tranquille avec la reine intérieure. Après, le cercle devient très facile. Après viennent les transitions. Et la troisième géométrie, ce qu'on a fait. Ah, celle-là, il ne faut pas essayer de trop direct vouloir influencer. Ça, c'est le gars qui dit, je vais travailler mon cheval, et on est parti. Et on agit, et on met une forme au cheval, et ça devient une caricature. Donc la troisième géométrie, on n'y touche pas? C'est pas qu'on n'y touche pas, mais peu et pas trop direct. On a confiance que si je m'occupe des 2 autres, dont je peux m'occuper, que la troisième, il va y avoir une évolution.
le cheval va se construire. Donc, comme je dis toujours, il va entre autres terminer avec la nuque au-delà de la bouche. Mais c'est tout autre chose que le cavalier qui a mis la bouche en dessous de la nuque. Tout autre chose. Il y a 3 choses à faire. Agir, résister, céder. Et pour moi, agir, maximum 10%. Plus que tu agis, moins que c'est facile pour le cheval de distiller l'information perdue dans un brouillon incroyable. Et donc céder, c'est là qui est le plus important. Bien sûr. Permettre le cheval à développer son mouvement, etc. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Tu montes aussi léger, aussi facile, aussi simple que possible et aussi fort que nécessaire. Il y aura des moments où il faut peut-être une fois imposer un arrêt, peut-être même donner un coup de cravache. Mais ça devrait être exceptionnel. Par exemple, une incurvation, elle ne doit pas venir à partir de la bouche. Elle doit trouver son origine au niveau de la cage thoracique. C'est là que vous touchez le cheval d'ailleurs avec votre jambe. Donc une jambe unilatérale plutôt, sous surveillance de l'autre, peut arriver à ce que la cage thoracique du cheval va s'incurver. Le côté extérieur s'allonge. Le cavalier ne cherche pas à raccourcir le côté intérieur. L'autre rotation dans le plan longitudinal, ça c'est maintenant avec les 2 jambes, certaines configurations des rênes, support des postérieurs, abdominaux, base de l'encolure. Ces 2 rotations vont influencer l'une sur l'autre. Ça dépend un peu. La plupart des chevaux, c'est mieux quand il y a d'abord celle-ci, minimum la nuque à la hauteur du garrot, pour pouvoir obtenir la rotation, l'incurvation dans le plan latéral. Mais il y a des chevaux où il faut approcher d'abord par l'incurvation latérale pour obtenir celle-là. Je ne sais pas sentir la différence entre résister ou tirer. À ce moment-là, de nouveau, il s'agit de ne pas tirer. Tu gaines ton corps, tu ouvres tes épaules peut-être encore un peu plus, tu fermes tes doigts. Tu fermes tes doigts, tu gardes une jambe. Au galop, c'est un peu différent. Au galop, tu as un mouvement de va-et-vient. Pense à ce que tu vois chez les jockeys, que tu n'as pas au trot. Tirer sur un cheval, surtout au moment où il y a le poids sur les antérieurs, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Plus de longueur dans l'encolure. La main qui ne rend pas, ça représente un arrêt et demi. Un arrêt et demi pendant le saut. Le cheval ne sent pas la possibilité, la chaîne de transmission ne peut pas se mettre en route. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt!